Du coup, comment conseiller pour l'agroécologie? Je voudrais partir d'un exemple, d'une étude qu'on a menée dans une coopérative en métropole, où dans la même coopérative, il y avait deux dispositifs différents qui conseillaient pour le passage pour l'agriculture de conservation en fait. Donc c'était pour aller vers une réduction du travail du sol, l'utilisation de plantes de couverture et le semi-direct. Je prends cet exemple pour illustrer à quel point le conseil est important dans la transition agroécologique, parce que selon les formes de conseil, on n'aboutit pas au même système agricole à la fin. Sur la gauche, vous avez, donc dans la coopérative, dans une zone de cette coopérative, il y avait un conseiller qui était très fort, qui avait beaucoup de compétences, qui avait une expertise très forte pour conduire des systèmes en semi-direct. Et donc, il avait développé un dispositif de conseil très dirigé et prescriptif. D'accord ? Il disait à son groupe d'agriculteurs ce qu'il fallait faire, pratiquement semaine par semaine, en disant, ben voilà, si tu as ça, tu fais ça, etc. C'était lui qui donnait le conseil. Donc à ce moment-là, le conseiller est en position d'expert. Le conseiller, s'il est en position d'expert et s'il fait ça, c'est lui aussi qui, d'une certaine manière, endosse le risque. Et ça va être un élément clé du conseil en agroécologie, c'est que si je dis à l'agriculteur, cette semaine tu fais ça, si ça ne marche pas, ça va se retourner contre le conseiller, forcément. Et le fait, cette présence du risque, faisait que, par rapport aux solutions qu'il préconisait, il restait sur des solutions très standardisées, des choses dont il savait qu'il y avait peu de chances que ça ne marche pas. D'accord ? Et en particulier, par exemple, l'usage de plantes de couverture, qui est quelque chose qui est intéressant en semi-direct parce que ça permet d'ouvrir des alternatives au glyphosate, à l'usage d'herbicides. D'accord ? À partir du moment où on travaille plus le sol, on a plus de problèmes d'adventice, donc plus de tendance à utiliser du glyphosate. Si on utilise des plantes de couverture, ça permet de trouver d'autres voies. Mais là, les plantes de couverture, ça marche pas, on n'est pas sûr. Alors que le glyphosate, on est sûr que ça marche. Et du fait de cette gestion du risque, il avait une solution standardisée de semi-direct, sans couvert et avec usage de glyphosate. Dans un autre groupe de cette même coopérative, un autre conseiller avait un dispositif très différent. Il travaillait avec un groupe d'agriculteurs qui étaient tous engagés, alors pas dans le semi-direct, mais dans différentes approches de la réduction du travail du sol. Et là, il faisait un conseil essentiellement basé sur le groupe, chacun avançant à sa manière. Et là, le conseiller est à la fois parfois en position d'expert, mais aussi en position de pair, c'est-à-dire qu'il anime ce groupe et chacun apporte ses connaissances et ses expériences au sein du groupe. Et son rôle est essentiellement de pouvoir faire en sorte de mutualiser ses expériences, d'aller voir chez les uns et chez les autres, de donner du sens, de revenir sur les fondements qui expliquent les différences que l'on observe, mais c'est essentiellement un rôle d'animateur. C'est pas lui qui dit aux gens ce qu'il faut faire. D'accord ? Donc ce qui veut dire que il conduit une réflexion sur l'agroécosystème, sur la rotation, sur l'introduction des couverts pour diminuer le glyphosate et fournir d'autres services, mais après c'est chaque agriculteur qui fait ce qu'il veut là-dedans. La différence, c'est que là, on a un passage assez rapide au semi-direct. D'accord ? Le directeur de la coopérative, il dit « Ouais, moi dans cette zone, j'ai 350 hectares de semi-direct, ici j'ai 15 hectares de semi-direct, et puis j'ai toute une diversité d'autres choses que du semi-direct, d'accord, qui sont issues de cette manière d'accompagner la transition. » Donc d'une certaine manière, pour la coopérative, il dit ça me semble plus efficace, si on regarde en termes de surface, passer en semi-direct. Mais là aussi, ce que l'on montre, c'est que cette forme de conseil impose une dépendance au glyphosate et au conseiller. Le jour où le conseiller s'en va, ces agriculteurs sont en difficulté parce qu'il faut retrouver cette compétence-là. Et puis, effectivement, les systèmes qui sont mis en œuvre sont des systèmes qui obligent à l'utilisation de glyphosate. Ici aussi, on a des dépendances à droite, mais c'est pas les mêmes. On a une dépendance au groupe, mais c'est à la fois ce groupe-là pour pouvoir échanger, mais on voit aussi que ça se passe dans d'autres groupes, dans des CETA, dans d'autres groupes de discussion, et puis une dépendance à la connaissance, c'est-à-dire que pour pouvoir avancer, il faut toujours se former, alors que dans ce cas-là, les agriculteurs ont juste à suivre les conseils du conseiller. Voilà, je voulais passer un petit peu de temps sur cet exemple pour montrer que selon la posture de conseil, on peut aboutir à des systèmes extrêmement différents, et vous voyez que à gauche et à droite, le travail du conseiller n'est pas le même, d'une certaine manière. Donc si on regarde de manière un peu plus systématique sur ce que change l'agroécologie, voilà, je l'ai abordé à travers trois questions. Première question, est-ce que c'est la fin des solutions toutes faites ? D'accord, on en parle souvent, on dit voilà, l'agroécologie, il faut s'adapter à chaque situation, c'est fini les solutions standardisées qui conviennent à tout le monde. Effectivement, l'approche prescriptive est souvent peu adaptée
Parce que finalement l'approche par un problème, une solution, elle marche pas très bien en agroécologie. D'une part parce que pour un problème, il y a souvent plusieurs solutions en fonction de la zone où on est, de la pression de ravageurs, de la présence d'auxiliaires par exemple, etc. Et puis aussi parce que dans cette démarche-là, on est obligé d'avoir une approche systémique et c'est pas un problème isolé, une solution, mais un fonctionnement de l'agrosystème global qui permet vraiment d'avoir les leviers de contrôle. D'accord ? Un problème, une solution, on va vers le chimique ou le physique pour le gérer. Donc voilà, donc c'est pas, d'une certaine manière, c'est pas adapté, mais en même temps, c'est parfois possible. Et il y a des tas d'exemples où on peut avoir une approche relativement prescriptive. En agroécologie, j'allais dire, il faut pas se priver. Parce qu'on voit bien qu'adapter des solutions à chaque situation particulière, c'est très coûteux en termes de conseils. Et qu'il faut pouvoir, pas non plus du coup ne conseiller plus que 10 agriculteurs parce que ça nous prend beaucoup trop de temps. Et donc, c'est aussi ça que je pense qu'il faut dire, les discours en disant l'agroécologie se fait forcément avec une approche globale, une approche holistique en passant du temps, etc. On va voir qu'il y a aussi des moyens de développer des choses un peu plus standardisées. L'enjeu est de savoir finalement, c'est pas tant est-ce que l'approche prescriptive est à bannir, c'est de savoir qu'est-ce que l'on prescrit. Et savoir est-ce que l'on prescrit des solutions qui marchent, avec le risque que ça marche pas ici, ou que ça marche pas ailleurs, ou est-ce que l'on prescrit des manières de construire des solutions qui soient adaptées à chacun. Et c'est vrai que la transition agroécologique oblige, d'une certaine manière, à passer, les conseillers, à passer de cette vision-là, plutôt à une vision de dire, on va pas transférer la solution, mais transférer des manières pour chaque agriculteur de construire sa propre solution. C'est pas parce que on fait un travail comme ça qui est plus individuel qu'il faut bannir tout ce qui va être guide, fiche, etc. Au contraire, par rapport au rôle de la connaissance, il y a une importance particulière à formaliser ces connaissances à travers des fiches, des vidéos d'Internet. Maintenant, on a une diversité de possibilités. On voit aussi fleurir sur Internet, et je pense que c'est très important dans la sphère agroécologique, la place des témoignages d'agriculteurs, d'accord, de la mise en récit de ces expériences de transition agroécologique, qui sont effectivement très importantes parce qu'un agriculteur a par nature une approche systémique et une approche dans le temps. L'agroécologie, c'est pas du jour au lendemain, c'est un chemin, c'est une transition pour aller vers un autre, pour aller vers un objectif, et sans doute que c'est une transition indéfinie, d'accord. C'est-à-dire qu'on est toujours en mouvement quand on s'engage dans l'agroécologie. Et donc là, j'ai pris l'exemple du site Osae, mais il y a beaucoup de sites comme ça qui mettent en lumière des témoignages d'agriculteurs. Et puis aussi, ce qui est important, c'est par rapport aux connaissances, les connaissances sur les processus biologiques, ce que produit la recherche de manière importante, ne suffit pas. Ce qu'il faut, ce soit des connaissances qui soient actionnables, des connaissances pour l'action, pour aider le conseiller, pour aider l'agriculteur à prendre ses décisions. Et par rapport à ça, c'est important de pouvoir inscrire ces connaissances dans ce que j'appelais des instruments techniques, c'est-à-dire des instruments qui vont permettre leur appropriation et surtout leur mise en action. D'accord ? Il suffit pas de savoir, il faut pouvoir aussi agir derrière. Avec par exemple l'exemple du guide tropical qui vient d'être édité, avec effectivement ces fiches qui permettent de synthétiser et qui permettent à chacun de pouvoir se former et agir derrière, ou d'autres instruments. Là, j'ai pris l'exemple de l'augmentarium dans le cadre de la mouche des fruits, mais c'est important effectivement, et là ça s'adresse essentiellement aux scientifiques, de pouvoir pas simplement produire de la connaissance sur les processus, mais d'inscrire ces connaissances dans des instruments qui peuvent aider les conseillers et les agriculteurs. L'autre question, c'est est-ce que ça veut dire évaluer et concevoir autrement ? On a un changement de type de pilotage des systèmes techniques. Dans la modernisation agricole, le maître mot, c'est le contrôle optimal. Il faut être à l'optimal, et donc on va essayer de simplifier le système, parce qu'on ne sait pas faire du contrôle optimal sur des systèmes complexes, trop complexes. On le simplifie et on le pilote pile poil pour qu'il puisse avoir les performances que l'on attend. On voit que ici, devant d'une part la difficulté qu'on va avoir à simplifier le système, parce que dès lors que l'on va chercher à trop simplifier, on va perdre les leviers écologiques, et d'autre part, vis-à-vis d'une certaine incertitude par rapport aux résultats de nos actions, on va, dans la plupart du cas, passer du contrôle optimal à quelque chose que l'on appelle la conduite adaptative. D'accord ? C'est-à-dire avoir la capacité, non pas de savoir exactement tout ce que l'on va faire
pendant la campagne, mais de savoir comment on va s'adapter à l'évolution de l'état de l'agrosystème. D'accord ? Je plante, je sais pas, 3 espèces en mélange pour faire une interculture. Selon le climat de l'année, il va y avoir plutôt l'une qui va pousser ou plutôt l'autre. Et ça, je ne peux pas le prévoir. Par contre, je sais que si c'est plutôt l'une, voilà comment je vais conduire derrière. Et puis si c'est plutôt l'autre, voilà ce que je vais faire. Donc ça demande de développer effectivement une capacité d'observation et de pouvoir réagir, s'adapter à l'évolution de l'agrosystème. Donc pour ça nécessite aussi de désapprendre d'une certaine manière. Et ça, c'est quelque chose qui est très souvent très présent dans le rapport entre le conseiller et l'agriculteur, où moi je suis enseignant-chercheur, donc dans la formation aussi on le voit, et quand on travaille aussi avec des lycées agricoles, cette nécessité de, parfois pour aller vers l'agroécologie, il faut aussi désapprendre ce que l'on a vu avant, un champ parfaitement propre, quelque chose de simple. Par exemple, dans les systèmes agricoles, il faut travailler avec les étudiants, travailler avec les agriculteurs pour arriver à aller au-delà. Conseiller vers une conduite adaptative, ça peut se faire que en plaçant l'agriculteur en situation de co-concepteur et de co-évaluateur, de lui enseigner la manière, parce que sinon on y est tous les jours au téléphone. D'accord ? La conduite adaptative, c'est une conduite assez fine. Okay ? Et pour le conseiller, il ne peut pas se permettre ça, et donc ça veut dire transférer vers l'agriculteur une capacité par lui-même à évaluer la situation et à s'adapter. D'accord ? Donc c'est pour ça ces approches-là. L'autre chose aussi, c'est que ça conduit plutôt que de proposer des systèmes clés en main, à proposer ce qu'on appelle des bibliothèques d'innovation, c'est-à-dire différentes briques que après l'agriculteur va pouvoir agencer à sa manière, d'accord, en fonction de ce qu'il voit du système et de ses objectifs à lui. Parfois aussi, ça va être apprendre à laisser faire la nature. Alors là, vous voyez que j'ai mis une croix sur le petit bonhomme parce que laisser faire la nature, c'est extrêmement angoissant. Surtout quand on a appris à gérer et à contrôler. Et c'est vrai qu'on a une attaque de pucerons. Si on veut que les auxiliaires arrivent, si je traite tout de suite, ils n'ont qu'une chance d'arriver. Est-ce que j'attends 3 jours, 1 semaine, 15 jours? C'est quelque chose qui peut être très, très difficile. Beaucoup d'opérations de recherche et développement s'inscrivent dans des démarches de projet, d'accord, avec des financeurs, etc. Où là, on va dire, voilà dans 3 ans, voilà dans 6 ans, l'objectif de ce projet. Et donc, ça enlève d'une certaine manière la possibilité de s'adapter à l'évolution du système. Et donc ça, c'est pour ça que j'ai rajouté cette question d'introduire des jalons. C'est des choses qui sont de plus en plus présentes dans les démarches projets, c'est-à-dire de dire au début, voilà, on fait ça pendant 2 ans, et à un certain moment, on va voir si on va dans cette direction ou cette direction. D'accord ? Et si on donne les moyens de la décision et de dire et déjà les directions possibles, là maintenant les financeurs sont souvent de plus en plus ouverts à cette approche-là. L'autre chose, sur conseiller, concevoir différemment, en général on ne gagne pas sur tous les plans. Il y a des compromis à gérer. Est-ce que augmenter l'activité du sol si on utilise... si en même temps on peut parfois utiliser plus de carburant ou moins de carburant, etc. Donc il va falloir gérer les compromis par rapport aussi, des fois, à ce qu'on appelle des verrouillages aussi. C'est-à-dire que si on est sur une transition assez différente, un système assez différent de l'existant, tout le système de commercialisation, etc. fait qu'on ne va pas pouvoir beaucoup diversifier les cultures, par exemple. Et donc ça, il faut voir que en général, ça peut se gérer bien sûr à l'échelle de l'exploitation, mais ça montre aussi l'importance de rentrer dans des approches territoires ou des approches filières pour conduire la transition agroécologique. Et c'est pas juste une question qui se passe au niveau de la parcelle ou au niveau de l'exploitation. Dernière chose sur cette question-là, c'est prendre en compte le temps de la transition. Je dis, on passe pas du jour au lendemain, on switch pas sur un système agroécologique du jour au lendemain. Il y a à la fois un apprentissage de l'agriculteur, du conseiller, et à la fois une évolution graduelle du milieu, où la matière organique, ça va mettre 5 ans, 10 ans, 15 ans à évoluer, parce qu'on a des systèmes qui sont relativement lents dans ces processus écologiques. Et donc, il faut pouvoir s'inscrire dans le temps, savoir repérer où en est l'agriculteur, ses difficultés, ses attentes, savoir doser aussi entre une transition pas à pas et certains moments où il va y avoir des ruptures. D'accord ? Ça, c'est quelque chose, de mon point de vue, il faut essayer d'éviter ça en disant, de toute façon, l'agroécologie, c'est que des systèmes en rupture, par exemple, donc c'est pas adapté à ça. Quand on regarde les systèmes agroécologiques qui existent aujourd'hui chez les paysans, la plupart ont été construits pas à pas. D'accord ? Donc il faut pouvoir, en termes de conseils, s'inscrire là-dedans. Faire attention à la première expérience. D'accord ? Le premier pas, vous savez que c'est celui qui va surtout souvent marquer, et c'est en même temps le plus risqué.
D'accord? Et ça, par rapport au conseil, ça va être quelque chose de crucial de dire, faisons un premier pas qui permet à l'agriculteur de bouger, mais de ne pas prendre trop de risques non plus. Parce qu'on sait que si ce premier pas est raté, on aura beaucoup de mal à revenir derrière. Et puis on a une difficulté aussi, c'est que, comme je disais, certains phénomènes sont lents. Par exemple, l'accroissement de matière organique, les bénéfices attendus, c'est pour dans 10 ans, pour dans 15 ans. Et proposer à des agriculteurs un système en lui disant « tu verras, dans 10 ans, ce sera génial », c'est compliqué. D'accord? Donc ça veut dire que dans cette transition-là, il faut aussi inscrire des effets à court terme, sinon ça a très peu de chances de passer. Une dernière diapo sur le changement de posture du conseiller. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, donc c'est juste pour rassembler. Le conseiller, depuis toujours, est tiraillé, j'allais dire, entre un rôle d'expert et dans lequel il va dire ce qu'il sait, et un rôle de facilitateur dans lequel il va aider les personnes à créer par eux-mêmes et à créer leurs propres connaissances. Ça, c'est pas nouveau. Le métier du conseiller a toujours été là-dessus. Donc c'est vrai que dans son métier d'expert, il va être très prescripteur. Dans son métier de facilitateur, il va être plutôt animateur. Je pense que l'agroécologie, enfin quand je dis je pense, comme je me suis nourri de tous les exposés de la semaine, c'est un jeu collectif. L'agroécologie, c'est conduit effectivement à aller un peu plus vers le rôle de facilitateur et un peu moins vers le rôle d'expert, parce que les connaissances sont souvent pas disponibles et que les connaissances sont partagées. Les agriculteurs, d'autres conseillers, d'autres experts peuvent aider et fournir des connaissances pour avancer. L'autre chose qui est derrière, c'est aussi qu'il faut accepter de conseiller avec un manque de connaissances. Et j'ai mis entre parenthèses qu'elles vont pas se réduire, les manques de connaissances. Parce qu'on a aussi cette vision, souvent sur le terrain, qui dit, c'est bon, la recherche va travailler, et dans 1 année, 2 années, 10 ans, on aura ces connaissances. Mais vous l'imaginez bien que face à la complexité de ce système-là, avant d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour gérer ça, c'est quelque chose qui est sans fin. Donc il faut se préparer en tant que conseiller à ne pas savoir. Donc à quitter ce rôle d'expert ou à partager l'expertise avec d'autres. Ça, c'est un élément important. En même temps, parfois, l'agriculteur, il n'est pas prêt à accepter ça. D'accord? C'est-à-dire que quand on dit finalement cette autonomisation du producteur, le conduire à faire par lui-même, voilà, il y a certains agriculteurs qui disent dites-nous ce que vous savez et pas ce que nous devons faire. D'accord? C'est-à-dire que ça, voilà, ils sont dans une démarche effectivement qui va dans ce sens-là, mais vous savez comme moi, et certains agriculteurs disent écoutez, ce que vous savez, on s'en fiche un peu, ce qui m'intéresse, c'est que vous me dites ce que je dois faire. D'accord? Parce que derrière, il y a un risque, il y a une angoisse même par rapport au fait de ne pas faire les bonnes choses. Et donc là, il y a effectivement dans le rapport entre conseiller et agriculteur quelque chose à travailler. L'autre chose, on en a parlé, c'est intégrer l'incertitude et le risque qui va avec. C'est très risqué pour un conseiller de se mettre dans une situation où il n'a pas les connaissances pour être sûr que sa prescription, par exemple, va être efficace. Donc ça, par rapport à ça, c'est à la fois bien sûr se former pour le conseiller, évoluer, etc., mais ça doit être aussi porté d'un point de vue institutionnel et d'un point de vue groupe. D'accord? Tout seul, le conseiller n'est pas prêt à prendre ce risque, le producteur non plus. D'accord? Et on voit que là où effectivement les transitions agroécologiques sont les plus efficaces, c'est quand à la fois il y a ce travail de groupe et quand les institutions de conseil, les chambres, les instituts techniques, l'armée flore, etc., prennent en compte cette difficulté dans laquelle peuvent être les conseillers et les soutiennent là-dedans. Savoir observer, tirer parti des innovations agroécologiques des producteurs, ça j'en ai déjà parlé, et puis se doter des moyens d'apprendre en avançant. Un point, je voudrais juste, bien sûr, apprendre de ces erreurs, de différentes sources d'informations, des partenaires, des productions, j'en ai parlé, mais ne pas attendre de tout savoir pour tester. D'accord? C'est en faisant qu'on apprend. Et ça, c'est quelque chose, en faisant pour l'agriculteur, mais également pour le conseiller, qui est un élément clé.